on se pose tous la question, est-ce qu'il va y avoir le traditionnel rallye pendant 5 jours en 1200 lots ont totalisé plus de 2,2 milliards de dollars de transactions. Un des géants de la tech qui vient de prendre les manettes dans des départements les plus stratégiques de Meta, qui te dit, moi je ne ferai pas de gosses tant que je ne peux pas les équiper en puces Neuralink. Alors il l'a dit. I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bonjour à tous, bienvenue dans Money Time, l'émission qui s'occupe de vos investissements. Aujourd'hui, émission particulière, on va zoomer sur 3 mondes, 3 enjeux avec 3 incarnations. On va parler de concentration de pouvoir. D'abord, dans le milieu de l'intelligence artificielle, avec un journaliste qui a enquêté, qui a rencontré les sorciers de l'IA, de la Silicon Valley en passant par l'Afrique et l'Asie et même la France, rencontre avec les cerveaux de notre quotidien. On parlera également du rallye de fin d'année. Y a-t-il un rallye de fin d'année? Les valeurs qui concentrent toute la performance. On parlera d'ETF avec un expert multi-asset. Et puis pour finir, zoom sur le marché de l'art, où là aussi il y a de la concentration. Certains artistes, certaines œuvres concentrent tous les intérêts et les envies des investisseurs. Que faut-il retenir du marché de l'art? Est-il un club privé ou est-il encore accessible à tout le monde? Réponse dans cette émission. C'est parti, c'est Money Time, c'est maintenant. Quand on est investisseur, on s'intéresse à la tech. Quand on s'intéresse à la tech, on est obnubilé par les États-Unis et on oublie parfois de se demander qui est la tech, qui est l'incarnation, les cerveaux, les personnes derrière la technologie, les ingénieries et finalement la construction du monde de demain. Un journaliste a rencontré quelques-unes de ces personnes, de ces fondateurs de la tech américaine. C'est Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Lorraine. Guillaume, tu es journaliste notamment au Point depuis longtemps. Tu es aux manettes du service Tech et Sciences et tu viens de publier un livre, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, qui s'appelle Pionnier au pluriel. On se croirait un peu chez Bernard Pivot, tu sais. Voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant parce que tu as rencontré Mark Zuckerberg, tu as rencontré Kai-Fu Lee côté Asie, tu vas nous faire la liste de tous ces inventeurs de la tech. Et tu en as fait un livre qui permet de résumer les rouages derrière le monde technologique dans lequel on vit. Quelle est la personne que tu as rencontrée la plus marquante, Guillaume? Il y en a plusieurs, mais parmi les plus marquantes, je citerai par exemple Demis Hassabis. Alors, il n'est pas forcément très connu. Il est né de parents d'origine chypriote, grecque, singapourienne. Il a grandi à Londres. Il a notamment créé DeepMind. Et DeepMind, c'est une société qui, créée en 2010, a été rachetée par Google en 2014, mais qui est surtout connue pour avoir mis au point AlphaGo. AlphaGo, c'est le programme qui a battu une personne qui a été considérée comme le meilleur joueur de Go au monde, qui s'appelle Lee Sedol. Et moi, j'avais un copain qui adorait le jeu de Go, il m'avait dit « Ok, l'IA, elle a battu les meilleurs joueurs d'échecs, elle n'arrivera jamais au niveau du jeu de Go parce que c'est trop poétique, il y a trop d'intuition, etc. » Et ça a été une petite révolution lorsqu'en 2017, c'était à Séoul, j'ai pu m'y rendre. J'ai vu une machine battre Lee Sedol, le rendre complètement déprimé. Et puis, en même temps, Demis Hassabis, lui, il adore les jeux vidéo, il s'est fixé d'autres objectifs, il a créé AlphaFold. AlphaFold, c'est un logiciel de modélisation du repliement des protéines. Ça a l'air pas très important comme ça, mais c'est un problème sur lequel s'arrachaient les cheveux les biologistes depuis plusieurs dizaines d'années et qui permet des progrès assez dingues en agriculture, en médecine. Ça a valu à Demis Hassabis le prix Nobel de chimie il y a 2 ans. C'est quelqu'un qui utilise vraiment l'intelligence artificielle pour faire de grandes choses. Peut-être à l'inverse d'autres personnes moins connues comme Pelonomi Moiloa, que j'ai rencontré à l'occasion de conférences Indaba, les conférences Indaba. J'ai eu la chance d'aller à plusieurs, à Dakar, à Kigali, à Tunis. L'année prochaine, l'été 2026, j'irai au Nigeria, à Lagos. Ce sont tous les chercheurs africains de la diaspora, mais aussi d'Afrique, qui se retrouvent, plusieurs centaines de personnes, et ils vont travailler sur des problèmes très concrets, notamment doter le continent de ses propres données pour résoudre des problèmes agricoles, des problèmes climatiques qui peuvent inspirer le monde entier. Et ce qui est assez dingue, je terminerai là-dessus, c'est que ChatGPT, on en parle beaucoup depuis 3 ans, c'est un modèle de langue, ChatGPT. Ça va déconstruire notre langue, le reconstruire, et puis on aura l'impression de parler avec une vraie personne. Mais un des points forts de l'Afrique, c'est qu'en dehors d'être un immense continent, une terre de drones, on a l'habitude de dire, eh bien c'est surtout un continent qui s'appuie sur plus de 2000 langues. C'est une véritable richesse. Et les LAPA, une des initiatives donc, de Pelonomi Moiloa, mais il y en a d'autres, veulent utiliser, mettre à profit ces langues africaines pour construire
construire une IA qu'on devrait apprendre à connaître, qui peut nous inspirer. Tu viens de résumer un des éléments importants de ce livre, c'est que l'IA, ça n'est pas que la Silicon Valley. Et parfois, en tant qu'Européens, en tant que Français, on oublie complètement ça. On a parlé d'Afrique, on a parlé un tout petit peu d'Asie tout à l'heure en citant Kei Fu Lee. Ton livre s'ouvre avec une grande question qui est: est-ce que l'humanité est en train de construire des machines qui vont penser à sa place? Tu apportes des solutions. Sans dévoiler tout ton livre, qu'est-ce que tu dis en résumé? Ce que je dis en résumé, hein, ça se trouve dans la conclusion de l'ouvrage. Vous pouvez lire direct la conclusion. Oui, mais une des thèses centrales du livre, c'est que tout le monde ne pense pas la même chose. J'ai envie de dire, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on parle de la Silicon Valley, mais même dans la Silicon Valley, alors il y a un courant majoritaire hein, qui est accélérationniste, qui veut effectivement, comme tu l'expliques très bien, Lorraine, doter la machine de capacités cognitives supérieures à celles de l'homme dans l'intégralité de ses capacités. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, ce qui peut mettre un peu faire froid dans le dos. Alors pour Demis Hassabis, c'est pour régler tous les problèmes du monde, mais il y en a d'autres qui veulent tout simplement permettre à la machine de penser à notre place. C'est cette fameuse apocalypse cognitive qui a été très bien décrite par Gerald Bronner, entre autres, mais qui peut effectivement nous faire peur. Et à l'intérieur de cette Silicon Valley, il y a aussi des voix discordantes. La voix de Reid Hoffman, à qui je consacre tout un chapitre, qui est une personne très intéressante. Hein. Fais-nous son portrait express. Très rapidement, ce qui est dingue, la première fois que je le vois assez longtemps, je le rencontre à la cathédrale Notre-Dame. Il marchait derrière... À Paris, avant l'incendie, bien sûr. Et il marchait devant la sépulcre qui est toujours à Notre-Dame. Et il fait partie d'un groupe de réflexion autour du sens que l'on doit donner à la technologie. Il participe toujours à ces réunions à Minerva, certains ont lieu au Vatican, et c'est une personne très réfléchie. Il a étudié la philosophie à Oxford, et il s'inscrit aujourd'hui en faux de toute la mafia PayPal, dont il a fait partie. Elon Musk, on en parle énormément, il y en a d'autres, hein, Peter Thiel, etc. Reid Hoffman, il a un point de vue différent, et lui, il est un acteur de cette intelligence artificielle, hein, il est très proche de Microsoft, il a longtemps siégé au conseil d'administration, mais il veut une intelligence artificielle différente. Une autre voix discordante très intéressante à qui Lorraine, je consacre tout un chapitre, c'est Dario Amodei. Dario Amodei, c'est un physicien. D'ailleurs, les physiciens, souvent, c'est globalement des gens extrêmement intéressants. J'ai eu la chance, c'est une parenthèse, mais de deux physiciens français à suivre, c'est Alain Aspect, bien sûr, ou encore Michel Devoré, hein, à qui on remet ces jours-ci le prix à Stockholm. Et Dario Amodei, il fait partie des débuts d'OpenAI, avec sa sœur Daniela. Ouais. Voilà, ils font partie de ce qu'on appelle l'équipe safety. C'est l'équipe qui doit prévenir si OpenAI va trop loin, va trop vite. On sait très bien qu'OpenAI a changé de statut, ça crée des crises en interne. Mais à un moment, Dario, il quitte OpenAI en disant ça ne correspond plus à ce que je voulais, et il va créer Anthropic. Anthropic qui est à l'origine de la création de Claude. C'est un robot conversationnel concurrent de ChatGPT qui est très intéressant. Et lui, donc, il fait partie du mouvement dont on entend de plus en plus parler en Europe, qui s'appelle l'altruisme efficace. Et il a sonné pas mal l'alarme en disant il faut faire attention avec cette IA parce que elle peut être très intéressante, mais en même temps, ça va créer un bain de sang chez les cols blancs d'ici à 5 ans. Alors, il a dit ça il y a un an, donc on se rapproche. Il reste 4 ans. Voilà, il reste 4 ans. Mais en même temps, il fait partie des gens qui sonnent l'alarme. Et il n'est pas très bien vu en ce moment à Washington. Ouais. Dario, Daniela, c'est un peu les porteurs du risque existentiel dans le domaine de l'IA. Tu parles de gens que tu suis depuis longtemps. Tu en as rencontré certains il y a 10, 15 ans. Tu les filmes, tu les suis. Bravo pour ce travail d'enquête au long cours. C'est super sympa. J'essaye en fait, dans ce livre, de recoudre, de connecter les dots, hein, comme on disait de connecter les points, de me souvenir de certaines rencontres qui datent, d'autres plus récentes, pour essayer effectivement de percer, de comprendre l'humain derrière la machine et de montrer encore une fois qu'il y a des points de vue complètement différents et surtout qu'on a le choix. Il y a un chapitre aussi qui est totalement consacré aux chercheurs français. Et oui, parce qu'ils ont une place. Ils ont une place. Déjà, honnêtement, c'est pas un cliché, hein, l'excellence scientifique française. Hein, elle est reconnue dans le monde entier. J'ai eu la chance, alors ça c'était assez récent, de partager une demi-heure dans un taxi avec Sam Altman et il me louait, alors c'était entre
entre le nord de Paris et pour se rendre à Station F. Et Bravo d'avoir mis qu'une demi-heure. Voilà, voilà, ça c'était un exploit. Il me louait en fait l'excellence mathématique, scientifique française. Il connaît très bien Polytechnique. Il a voulu recruter les créateurs de Mistral. Mais là aussi, on parle beaucoup de Mistral, qui est super, parce que les 3 créateurs ont quitté des big tech, Meta et Google DeepMind, pour créer quelque chose ici à Paris. Mais il y a d'autres scientifiques français absolument intéressants. Tous ceux qui ont participé à la création de QTI, c'est un peu OpenAI des débuts. Mais il y a d'autres chercheurs comme Gaël Varocco, qui est quelqu'un assez fascinant à suivre, qui est à l'origine de Probable, mais c'est surtout un très grand chercheur. Et puis, il y a eu d'autres, je me permets de le signaler, mais qui ont quitté, là aussi, des big tech pour lancer leur entreprise. Antoine Borde, par exemple, qui dirigeait le laboratoire de recherche d'intelligence artificielle de Meta à Paris et qui a rejoint l'équipe de Helsing, une équipe franco-allemande, ou encore Bertrand Rondepierre, qui a quitté Google pour diriger l'agence d'innovation défense. Donc il a rejoint tout simplement l'armée française pour que la défense française soit au fait au niveau de l'IA, au niveau mondial. Tu cites aussi Hugging Face dans la tech française, Oui. à qui on peut donner un petit coup de chapeau. Le chapitre montre que la France, elle est souvent sous-estimée, mais en fait, elle est dans le game. Alors, tu as parlé de Mistral, qui est porté au nu par la presse française, et tu le dis bien, ça reste un nain dans un univers ultra compétitif qui n'est pas que américain. Oui. D'autres parties du monde sont en train de construire un propre rapport à l'intelligence artificielle. Il y a quelques acteurs asiatiques, d'origine asiatique, et notamment Kai Fu Lee, qui a été chez Google à une époque, qui en est parti. Et si tu nous fais son portrait comme ça en quelques phrases. Alors, en un mot, il est né à Taïwan. Il a beaucoup travaillé en Chine. Il a lancé notamment un laboratoire de recherche de Microsoft. Il a présidé le bureau de Google en Chine et il a fait un bouquin. C'est d'ailleurs à l'occasion de la sortie de son livre que j'avais pu le rencontrer à Paris. C'est AI Superpower. Ça a été traduit en français de mémoire aux éditions Buchet-Chastel. Mais c'est super intéressant parce qu'il prédisait quelque part déjà l'avènement de DeepSeek en disant « Ok, les Américains ont beaucoup d'avance, mais vous allez voir, nous, on va se rattraper sur des modèles beaucoup plus légers, moins énergivores dans l'open source. » Et en réalité, là, ce qu'on voit, parce qu'on parle beaucoup de DeepSeek, mais il y a beaucoup de bébés DeepSeek, on voit qu'il avait raison et lui-même investit beaucoup dans l'intelligence artificielle à travers ces initiatives. On sort de la nationalité ou de quel continent, dans quel continent on vit. Si tu as quelques conclusions générale sur les gens que tu as rencontrés, ce que tu retiens sur justement les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle. Là, on est en 2005, on est en 2025. Dans un an, peut-être qu'on aurait encore une autre discussion. Là, aujourd'hui, quelle est ta perception? Quelles sont les choses importante que tu retiens pour toi à titre d'homme, individuellement? Oui, non, mais c'est une vraie question, tu as raison, Laurent. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Tout ça, c'est une création humaine. L'expression remonte au milieu des années 50, à la conférence de Dartmouth. D'ailleurs, ça avait fait une polémique à l'époque. Pourquoi créer une intelligence artificielle? Est-ce que ça peut exister? Pourquoi faire? Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a différentes intelligences artificielles. Mais à chaque fois que j'ai pu voir ces créateurs, tu vois, tu parlais de Mistral. Mistral, c'est célébré en France. Mais lorsque j'ai rencontré Satya Nadella, il me disait, hier soir, j'ai dîné avec... les créateurs de Mistral. J'en ai entendu parler dans le monde entier. Je pense, pour terminer sur la France, qu'il faut peut-être faire davantage confiance à nos entrepreneurs via le capital risque, les investissements, mais aussi les commandes publiques. Je pense que toutes les commandes publiques françaises, c'est ma humble opinion, doivent revenir aux startups françaises. Ça leur permettra de prendre leur envol. Mais... à chaque fois, j'ai posé 3 questions à ces créateurs. En fait, j'ai appelé le livre pionnier parce que ce sont des personnes qui, c'est leur point commun, ne se satisfont pas de l'ordre établi. Ils créent des choses. Alors, certaines, ça peut faire peur, ça peut être des robots tueurs, etc. Mais aussi, on peut aussi inventer l'éducation de demain. À chaque fois, je leur ai demandé quelle personne du passé ou du présent vous aimeriez rencontrer, comment vous voyez le monde dans 10 ans et qu'est-ce qu'il faut apprendre. Ça, je trouve ça très, très intéressant à nos enfants et à nous-mêmes. Et par exemple, il y a un autre personnage, je fais un dernier détour et après je te réponds, qui s'appelle Aravind Srinivas, qui m'a scotché, qui est né en Inde, qui a suivi, tu sais, un IIT, le Indian Institute of Technology. Il y en a une dizaine en Inde. MIT, enfin, voilà, un des MIT indiens. Ouais. Il y en a dans les grandes villes indiennes et le taux de sélectivité est juste dingue.
Ensuite, il passe par la New York University, il fait le siège, Yann Lequin m'a raconté, il dormait quasiment devant son bureau pour pouvoir l'avoir comme investisseur. Et maintenant, il a créé Perplexity, qui reste quand même une super belle boîte, très intéressante, très intelligente en intelligence artificielle. Mais là où il m'a scotché, c'est que je lui demandais justement quels étaient un peu ses modèles, et il m'a cité plein de scientifiques français. Il connaissait Lavoisier, Poincaré, Fermat. Et puis, à un moment, je disais, oui, mais tout ça, c'est du passé. Et là, c'est là où il me cite Yann Lequin. C'est-à-dire qu'on a cette excellence scientifique. Et je lui disais, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants ? Il me disait, c'est la curiosité. C'est-à-dire vouloir apprendre des tas de choses. Donc, moi, je reste... Effectivement, il y a une accélération Chine-États-Unis qui est assez dingue avec tous les humanoïdes, plus de 100 entreprises humanoïdes en Chine. Mais on a le choix. Ces conférences en Afrique, moi, elles me bouleversent parce qu'on voit des petits modèles qui doivent répondre à des questions. Il y a combien de langues africaines? Donc autant de modèles. Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, Kate Callot, une autre entrepreneuse qui est citée dans le livre, une fille brillante, née en France, de parents d'origine centrafricaine. Elle fait une super carrière aux États-Unis chez Nvidia. Elle quitte, alors qu'elle connaissait très bien Jensen Huang, cette entreprise, pour créer Amini depuis le Kenya. Et Amini, ça va envoyer des satellites pour que l'Afrique se dote de ses propres données, ne soit pas une colonie numérique comme elle l'explique. Et surtout, à chaque fois que j'ai vu ces modèles africains, ce sont des modèles qui doivent correspondre à un besoin. Je parlais de l'agriculture, du climat, AfriClimate par exemple, qui vient de ces conférences Indaba, ça inspire le monde entier. Donc ce que je voudrais dire pour te répondre, Lorraine, c'est que cette IA, elle doit rester au service de l'homme. On doit en garder le contrôle, toujours bien sûr penser par nous-mêmes. Je cite en conclusion, dernier chapitre, Laila Ibrahim, elle est née au Liban, elle a étudié aux États-Unis et elle est aujourd'hui la CEO de DeepMind. Donc c'est la cheville ouvrière. Et je lui disais, mais est-ce que tout ça, ça ne va pas penser à notre place? Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Elle me disait, j'ai 2 filles, une est dyslexique, l'autre se sert de l'IA pour apprendre les mathématiques. C'est-à-dire que il faut véritablement qu'on en garde le contrôle. C'est très, très important que l'IA ne pense pas à notre place. Et à partir du moment où on aura résolu ce problème, je pense qu'on pourra véritablement en garder le meilleur. Donc ça reste un livre enthousiaste. C'est surtout un livre pour montrer qu'on a le choix, mais il ne faut pas avoir, à mon avis, cette tentation du rejet, de faire comme si ça n'existait pas, parce que dans le monde entier, ça bouge. En France aussi, lorsqu'on laisse leur chance à notre talent, bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, il y a des emplois qui vont être bouleversés, mais il faut apprendre avec la machine, et c'est la meilleure manière d'en garder le contrôle. Je terminerai peut-être juste sur un petit débat que j'ai trouvé très intéressant. On a parlé de Dario Amodei tout à l'heure, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre? Donc lui, il me parle de l'esprit critique. Mais je dis, et le code informatique? Parce que quelques jours avant, j'avais pu parler une seconde avec Jensen Huang. Jensen Huang, il me disait, le code, ça ne sert plus à rien, parce que l'IA, elle code mieux que nous. Le patron de Nvidia te dit, ça ne sert à rien d'apprendre le code. Ça ne sert plus à rien. Elle me dit, l'IA raisonne mieux que nous, ça ne sert à rien, il faut laisser faire la machine. Et Dario, il me dit, non, il faut continuer à apprendre le code. Et moi, je pense comme lui, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qui se passe sous la machine. 2 dernières choses sur l'éducation. Alors, je suis un peu... On sent que t'es père. Voilà, j'ai dit 2 filles. Il y a 2 initiatives. Alors ça, je vais revenir dans le côté flippant, mais c'est pour montrer qu'il faut s'emparer de tout ça. Alex Wang, tu sais, c'est le gars qui a pris... Se faire débaucher. Voilà, qui a pris Yann Lequin quitte Meta, Alex Wang devient le patron de l'unité de superintelligence. Lui, il dit... Unité de superintelligence qui devient un peu une unité de pub aussi. Mais bon, bien sûr. Non, mais il y a énormément de com, comme toujours, dans toutes les boîtes américaines et chinoises d'ailleurs de plus en plus. Mais il y a beaucoup de com. Mais il dit, il a une trentaine d'années. Il est très riche, tout va bien, Scale AI, ça a bien marché. C'est le fondateur de Scale AI. Ouais. Voilà, et dans laquelle Meta a pris des participations, donc il dirige ce nouveau labo. Et il dit, moi je ne vais pas faire d'enfants tant que les puces Neuralink d'Elon Musk ne seront pas au point, parce que je veux pouvoir greffer des puces dans mes enfants pour qu'ils puissent résister à l'intelligence artificielle. Donc, moi, ça me fait peur, je veux pas de ça. Je veux qu'on puisse garder l'intégrité de notre cerveau. C'est hyper flippant, cette anecdote. Enfin, c'est plus qu'une anecdote, c'est une confidence. C'est-à-dire que... T'as un des géants de la tech qui vient de prendre les manettes d'un des départements les plus stratégiques de Meta, qui te dit, moi, je ne ferai pas de gosses tant que je ne peux pas les équiper en puces Neuralink. Alors, il l'a dit publiquement, en plus. Et un autre exemple sur l'éducation, Elon Musk
il a eu entre 10 et 15 enfants, Oui, c'est pas clair. voilà. Il a décidé, parce qu'il trouvait que les écoles qui existaient n'étaient pas assez bien, de créer sa propre école qui s'appelait au départ Ad Astra. Elle a changé de nom depuis. Maintenant, elle s'appelle X-School. Voilà. Et, sur le campus de... ouais, pourquoi pas et sur le campus de SpaceX. Et alors, il leur apprend... Enfin, l'école apprend des choses très intéressantes comme bidouiller des objets, travailler en groupe. Mais Elon Musk a dit... Ça sert plus, il n'y a pas d'apprentissage des langues étrangères parce que l'IA peut aussi de plus en plus traduire en temps réel. Ça peut être avec les lunettes connectées, avec les derniers écouteurs. Et moi, je ne veux pas de ça. Enfin, je pense qu'une langue étrangère, ce n'est pas uniquement des mots, c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire. Donc, si on laisse faire les acteurs à notre place, c'est pour ça que j'ai voulu essayer d'expliquer ce qu'ils pensaient, pas pour les condamner, pour essayer de comprendre et pour participer au débat. Eh bien, essayer de comprendre tout ça, en devenir acteur, je pense que c'est la meilleure manière de reprendre le contrôle de notre avenir. En fait, quelque part, ton livre, il nous aide à prendre un parti. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde en dépendance à la machine? Est-ce qu'on veut garder le contrôle? Est-ce qu'on accepte quelque part la cohabitation, la cofabrication? Mais ça pose en palimpseste, ça pose en sous-jacent finalement notre rapport, notre dépendance à la machine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain sans machine? Qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire sans machine? Et quelque part, ça fait peur, mais ton bouquin, il nous permet, je trouve, de nous mettre d'équerre. C'est-à-dire maintenant, on sait. Et on sait comment, parce que tu as dressé le portrait de vraies personnes. Au-delà de la technologie et des usages qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous expérimenter au quotidien, toi, tu nous parles de gens. Tu nous parles d'hommes, beaucoup d'hommes, même s'il y a quelques femmes, de leur parcours, de leur cheminement, de leur rapport philosophique finalement à leur travail. Oui, beaucoup de philosophie, ouais. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de philosophie. Et ça nous renvoie finalement à ce constat, c'est que si on n'a pas un peu de culture philosophique, finalement, ton livre, on en perd une dimension, parce qu'il y a beaucoup de références. Et quelque part, les références philosophiques européennes et françaises, elles ne viennent pas de personnages français. Et donc ton bouquin est très universel. Il montre à quel point finalement on vit déjà dans un monde de culture partagée, de références universelles. On parle quand même d'une élite. Le point commun de tous ces gens, c'est que c'est des élites intellectuelles. C'est des gens qui sont des tronches mathématiques. Certains ont une dimension philosophique, d'autres ont des dimensions très radicales. Libertariennes, certains, je pense à Elon Musk, qui créent un peu leur propre profil. C'est qui, dans toutes les personnes que tu as rencontrées, la plus effrayante et la plus intelligente au sens la plus cultivée, la plus cultivée, la plus flippante d'abord? Non, mais je pense qu'une personne à la fois intelligente et flippante, c'est quelque part, je trouve, même s'il est passionnant, d'ailleurs il adore la culture latine et grecque, c'est un peu Mark Zuckerberg, parce que j'ai trouvé que ces derniers mois, on a vu à quel point il lui manquait un peu de colonne vertébrale. J'ai l'impression, c'est-à-dire que d'un côté... Tu fais référence à quoi? Là, c'est pivot à l'intérieur de la philosophie? Par exemple, à un moment, parce que j'ai pu le suivre sur presque une vingtaine d'années... Tu l'as même rencontré dans un bunker chez lui à Hawaï. Je suis allé voir le bunker. C'est pas là où je l'ai rencontré. J'ai rencontré 2 fois à Paris et puis une fois au siège de Meta, parce qu'en fait, on était en plein dans les débuts du métavers et Meta venait d'acheter Control Labs, enfin tu sais, cette petite entreprise qui faisait un bracelet connecté qui devait anticiper nos mouvements. Et donc, ça devait participer à la création du métavers. Et c'est une entreprise, et je pense qu'il avait raison, à valoriser les femmes, à valoriser Sheryl Sandberg, tu sais, qui a écrit ce livre Lean In, qui est un livre d'inspiration pour toutes les femmes actives. Qui m'a beaucoup inspiré. Bah, super. Que je recommande. Exactement. Et puis, alors, est-ce que c'est du marketing ? Est-ce que c'est pour coller à ce qu'il considère être le pouvoir en place en ce moment? Il est devenu masculiniste. Et je trouve ça dommage. Il n'avait pas besoin d'aller jusque-là, je pense. Il a fait plusieurs fois ses excuses, Cambridge Analytica, ça peut arriver, mais on se demande là, s'il ne va pas trop loin. C'est important quand même, lorsqu'on a autant de pouvoir, lorsqu'on dirige Facebook, bien sûr, mais aussi Insta, WhatsApp, d'avoir quelques valeurs. Tu lui dis, il lui manque une épine dorsale. Je trouve. Quelqu'un qui a autant de culture latine et grecque, qui a épousé en plus une femme d'origine chinoise, donc il est dans des univers. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Quelqu'un d'aussi intelligent. Trop, Voilà. Une personne peut-être à qui je consacre tout un chapitre et que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer à Paris plusieurs fois, c'est Meredith Whittaker. Meredith, donc elle a étudié, on revient à la philosophie, elle a étudié Foucault, notamment à Berkeley. Elle travaille chez Google. Elle n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit. Elle fait quoi chez Google ?
Elle travaille sur l'éthique et la manière de construire l'intelligence artificielle. Elle va s'investir aussi dans la AI Now Foundation. Elle va revendiquer son désaccord à travers des manifestations. Et puis à un moment, elle part de Google. Et aujourd'hui, elle dirige la fondation Signal. L'histoire de Signal est très intéressante. Ce sont les anciens, justement, lorsqu'ils ont revendu, notamment Yann Koum, WhatsApp à Facebook, ils décident de mettre de l'argent dans une fondation. Donc c'est un nouveau modèle. Je ne dis pas que ça doit résoudre tous les problèmes, mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne. Et Meredith Whittaker, elle est vraiment droite dans ses bottes. C'est quelqu'un qui a des valeurs, le respect de notre vie privée notamment, et c'est une personne fabuleuse à écouter. J'ai pu aussi la réécouter récemment à une conférence du Grand Continent. Donc ça, c'est une personne, je pense, très inspirante aussi. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est ça que je trouve bien aussi. Et puis ce que j'essaye de faire aussi, et je pense que c'est un peu notre rôle, c'est de montrer des personnes qui ne sont pas assez connues peut-être, tu vois, et c'est ça qui est génial. Mon métier au quotidien, et puis bon, là, c'est la première fois que je fais un livre. Alors faire un livre à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est un peu anachronique, mais ça m'a fait du bien. Pourquoi ? Alors, il y a les conseils de ma mère, je ne sais pas pourquoi elle voulait absolument que je fasse un livre. Et puis surtout, ça m'a permis. Sa maman. Non, j'ai des copains, des collègues qui m'ont dit c'est quand même sympa d'avoir vu des gens aussi différents et tout. Donc, j'ai essayé de rassembler tout ça, mais de le rassembler à travers des rencontres, des portraits, pour que ça soit le moins ennuyeux possible. Moi, je vois bien lorsque je lis un livre. Et à travers ces rencontres, c'est pas juste, ils préfèrent le café noir plutôt que le thé vert, mais c'est essayer vraiment de les comprendre et peut-être comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. C'est le bon moment, moi je trouve, de faire un bouquin sur les gens de la tech, dans un monde où la tech a fait vibrer beaucoup d'investisseurs particuliers, parce qu'on va finir là-dessus, Guillaume, cette émission, elle s'adresse aux investisseurs et aux investisseuses particulières. Ce bouquin, il permet de mettre en chair, finalement, les variations qu'on voit dans nos portefeuilles quand on parle de Jensen Huang, de Nvidia. C'est sympa de lire à travers tes mots, finalement, et de vivre ta rencontre avec ce personnage et tous les autres. Il se lit très bien, il a un chapitre, moi je vais vous le dire, je l'ai lu de deux manières. Je l'ai lu en vrai, et je l'ai aussi lu grâce à ChatGPT. C'est beaucoup mieux en vrai. Et ça, c'est vrai. Non, et ça, c'est vrai. Et au-delà du fait que c'est un super livre, effectivement, le côté portrait fait que c'est très lisible. C'est bientôt à la fin de l'année. Il faut prendre du temps, si vous le pouvez, pendant les vacances. Si vous pouvez en prendre des vacances, de lire, c'est important de continuer à lire. Et merci pour ce travail d'investigation, Guillaume. Hâte de lire la suite. On parle de tech, on parle d'IA, on parle de pionniers et aussi de pionnières. Et on ne parle pas que de Silicon Valley, ça c'est important. Tu nous emmènes en Afrique, tu nous emmènes en Asie et tu parles de France et on revient finalement à parler de philosophie, de philosophes français. Donc c'est une invitation à lire ton livre et une invitation à parler de gens. Merci beaucoup Guillaume Gralet, une des plumes du Point, un des visages évidemment de la rédaction du Point, mais pas que, aussi France 24 on te retrouve, et ton bouquin Pionnier aux éditions Gralet. On a parlé, pas du tout Gralet, aux éditions Grasset, Guillaume Gralet. Voilà, on a parlé de tech incarné, maintenant on va parler de tech sur les marchés, on va s'intéresser aux ETF en particulier, on va faire le point. Y a-t-il un rallye de fin d'année? On va voir ça dans quelques secondes. C'est bientôt la fin de l'année, alors on se pose tous la question, est-ce qu'il va y avoir le traditionnel rallye? Pour en discuter, Mathieu Barrère est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Mathieu, tu es co-responsable de la location d'actifs chez Odo BHF AM. Tu es avec nous pour répondre à cette question qui a l'air d'un marronnier, mais qui est bien plus qu'un marronnier. Ton regard sur les dernières semaines et de ce qu'on peut attendre des marchés, surtout américains, mais aussi chez nous en Europe. Alors, question traditionnelle, y a-t-il un rallye post-Thanksgiving? Y aura-t-il le rallye du Père Noël? Première évidence, ce rallye, il a déjà bien commencé depuis les points bas de la mi-novembre. On a la plupart des marchés actions globaux qui ont déjà rallié entre 4 et 5%, qui reviennent proches de leur plus haut précédent. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'autres actifs qui ont une trajectoire assez similaire. Tu penses à quoi? On peut penser aussi bien à l'or qu'aux crypto-actifs. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces actifs, dans le cas de l'or, c'était des actifs qui étaient un peu considérés historiquement comme risk-off. De la même manière, on pensait avoir, il y a quelques années, un peu de décorrélation entre les crypto-devises et puis les marchés traditionnels d'actions. Cette décorrélation, elle s'effrite et maintenant, c'est une corrélation assez forte. Donc, pour la classe d'actifs actions, or, crypto, on a déjà eu un beau rallye. On a eu la même trajectoire d'ailleurs sur certaines devises, l'euro par rapport au dollar, trajectoire similaire.
La seule classe d'actifs sur laquelle on n'a pas vraiment eu de rallye, c'est effectivement les obligations d'État, actifs sans risque ou actifs risqués. Je crois que c'est le grand débat du marché actuellement. Et toi, tu tranches comment ce débat? On a... Sans t'engager trop, parce que tu n'as pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que tu dirais là? Sur les marchés obligataires, il y a effectivement les marchés qui sont pris, les investisseurs qui sont pris à contre-pied par le fait qu'on ait maintenant une possibilité assez claire de baisse de taux de la Fed. Bon, pour des raisons macroéconomiques peut-être un peu, mais aussi pour des raisons de changement de pression de l'administration Trump. Et à contrario, on a une BCE qui, elle, avait déjà assez clairement affiché qu'elle était proche de la fin de son cycle de baisse de taux. Et on a même cette semaine Mme Schnabel, qui candidate pour prendre la succession de Mme Lagarde, qui nous explique... Résume-nous son profil à Mme Schnabel en 2-3 mots. Comment tu pourrais la définir? En un mot, allemande, donc peut-être un peu plus orthodoxe en termes de politique monétaire, et qui nous dit cette semaine qu'elle n'aurait pas de problème avec le fait que les marchés envisagent une hausse de taux de la BCE. Alors, probablement que le message a été un peu surinterprété, mais clairement, ça met un stress et ça explique le fait qu'on ait des comportements que les taux américains et les taux européens qui se mettent à différer. Donc, pour revenir à la question initiale, rallye ou pas, on a eu une bonne partie du rallye. Une manière intéressante de voir les choses, c'est aussi la volatilité des marchés. À mi-novembre, elle était montée aux alentours de 25%, elle est redescendue vers 12%. Ce que nous disent les marchés d'options, c'est-à-dire que si vous pensez qu'il peut y avoir un rallye de plus de 1,5% dans le mois qui vient, achetez des options sur les marchés parce qu'actuellement, c'est pas cher. Le plus probable, c'est que les marchés continuent de grappiller quelques dixièmes de pourcent, quelques pourcents éventuellement. Par contre, il y a de plus en plus d'asymétrie, effectivement, dans les cours de bourse probables. Et en cas de contrariété, la chute peut être un peu rude vu qu'on a regagné de la hauteur. La fin d'année approche. On peut dire que les gens ont plutôt bien gagné cette année, somme toute. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit c'est cher, mais c'est pas parce que c'est cher que ça peut pas être plus cher? Alors, on entend ça dans de nombreux domaines, sur les marchés en général. Effectivement, les primes de risque, c'est-à-dire le surcroît de rémunération qu'on peut attendre des marchés actions par rapport à des investissements moins risqués, notamment l'obligataire ou le monétaire, ça semble avoir baissé. Ça reste des hypothèses, parce que c'est très dépendant de la croissance qu'on aura effectivement dans le futur. On a vu des phases longues pendant lesquelles les primes de risque actions restaient faibles, continuaient de se tasser. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'actuellement, on a, par exemple, c'est assez caricatural, on a un niveau de dividende du SP500 qui est inférieur au taux de rendement au-delà de l'inflation des obligations du Trésor américain. Dit autrement, qu'est-ce que s'il n'y ça a veut pas dire? de croissance future, ou même peut-être d'accélération de la croissance, les marchés risquent d'être déçus. On l'entend aussi... Déçus et décevants. Déçus et décevants, sauf mesures de soutien externe. Alors les mesures de soutien externe, on ne les voit pas vraiment venir des États avec des plans de relance. En Allemagne, c'est déjà fait. Le déficit aux US est quand même relativement élevé pour une période non récessive. En France, ça ne semble pas forcément être l'actualité du jour. En Chine, il y a toujours une augmentation des stimuli, mais il y en a déjà beaucoup qui sont déjà sortis du tiroir. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Alors le soutien, il viendrait de la politique monétaire, et c'est d'ailleurs, ça revient à la question initiale, rallye de fin d'année, on en a eu un, et c'était clairement sur la possibilité, les perspectives de baisse de taux supplémentaires de la Fed. On l'entend dans ton propos, Mathieu, tu es multi-assets. On a parlé d'actions, on a parlé d'obligations, on a parlé en sous-jacent de taux, de politique de banque centrale. Ton job, à toi et ton équipe chez Odo, c'est de construire des portefeuilles diversifiés avec de la stratégie et puis de la tactique, du long terme et du court terme. Il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut évoquer en cette fin d'année, c'est la cote des ETF, l'amour grandissant des Français et des Françaises, investisseurs et néo-investisseurs pour cet objet, ce véhicule, ces trackers. Qu'est-ce que tu peux dire de cet amour grandissant et qu'est-ce que tu fais avec les ETF dans les portefeuilles que toi et ton équipe vous construisez pour vos clients ? Alors, on a des cas d'usage assez différents. Tout d'abord, parce qu'au niveau de notre équipe, on sert des populations d'investisseurs assez différentes. Certains, par exemple des grands comptes institutionnels, arrivent déjà justement avec une allocation stratégique
et nous demande de battre cette allocation stratégique via le tactique. On a aussi des clients ou des prospects qui viennent en disant, voilà, j'ai tel niveau de risque maximal que je pense pouvoir supporter, ou j'ai telle perspective de rendement, à nous de dire à tel rendement, on peut raisonnablement associer tel niveau de risque, à tel niveau de risque, tel niveau de rendement espéré. Et à partir de là, créer cette allocation stratégique. Une allocation stratégique, notamment quand on est un client individuel et donc pas trop régulé d'un point de vue réglementaire, effectivement, on a de belles possibilités de diversification. Chez Oddo BHF AM, on a des expertises fortes sur l'obligataire, sur le crédit high yield, sur les actions européennes et US. Pas forcément, je prends un exemple, sur les petites capitalisations japonaises. Donc ça fait longtemps qu'on utilise dans l'ensemble de nos portefeuilles, aussi bien pour les clients individuels que pour les institutionnels, des briques pour aller chercher ces autres marchés qu'on veut avoir dans nos portefeuilles, parce que en mettre un peu, ça ne rajoute pas vraiment de risque, et par contre, ça peut un peu augmenter le rendement. Donc, on est utilisateur depuis assez longtemps d'ETF. Ça fait quand même. Ça veut dire quoi, pas, assez longtemps? Ça veut dire environ 2 décennies. Le marché a énormément changé. Les pratiques de place se sont améliorées. Tout ça, ça a créé de la confiance supplémentaire, notamment chez les institutionnels qui y ont vu aussi la possibilité de faire des économies en termes de frais de gestion. Et ensuite, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Vous avez plus d'encours, vous avez une meilleure liquidité. Si vous avez plus de liquidité, ceux qui font attention à la liquidité se disent on peut mettre plus d'encours. Ouais. Et tout ça crée un cercle vertueux. Du point de vue des fournisseurs d'ETF, peut-être un peu moins vertueux de la part des fournisseurs de solutions non ETF. Bon, je vais te poser une question un peu directe, mais... Comment moi j'observe à mon niveau de journaliste économique et financier l'amour des ETF, c'est qu'il y a toute une classe de néo-investisseurs qui sont rentrés sur les ETF, souvent via la crypto. Ils ont commencé par la crypto, après ils ont cherché à se diversifier, il ou elle, à se diversifier sur d'autres classes d'actifs. Ils sont rentrés sur les ETF pour, ce que tu as expliqué, voilà, c'est assez simple, c'est peu chargé en frais, c'est assez digitalisé aussi l'achat d'ETF par rapport peut-être à d'autres véhicules d'investissement. Et du coup, on se retrouve avec des néo-investisseurs qui sont surchargés en ETF S&P 500, parce que c'est un peu l'ETF, fonds de portefeuille qui faisait bon à voir ces derniers mois, ou en tout cas qui était très promu par les brokers en ligne, certains influenceurs, etc. Si les 7 magnifiques, ou les GAFA, parce que je crois qu'on ne les appelle plus trop les 7 magnifiques, si les GAFA, ou en tout cas les leaders de la tech US, commencent à aller un peu moins bien, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme scénario sur tous ces gens qui sont surexposés ou surinvestis en ETF S&P 500 ? Autrement dit, est-ce que tu penses que l'essor des ETF, qui sont quand même grandement portés par les ETF S&P 500, vont pas avoir un petit côté boomerang, tu vois ? Ça va pas se retourner et l'amour des ETF risque peut-être d'être un peu moins fort si jamais la tech US se porte moins bien. Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. À la question telle qu'elle a été formulée, je n'ai pas de réponse directe. Par contre, ça me semble intéressant d'inverser le rapport et de se poser la question de quelle sera la performance du SP500 si l'attrait pour les ETF diminue. Okay. Finalement, est-ce que c'est l'évolution des prix qui crée le flux ? Je pense plutôt que c'est le flux qui crée les évolutions de prix. On a pour l'instant quand même pas de remise en cause fondamentale du modèle des ETF, sachant que c'est très vaste. ETF, on pense souvent en prix faible, c'est pas systématiquement le cas. Il y a certains marchés où c'était très cher, il y a eu une augmentation de la pression concurrentielle avec de nouveaux entrants. Un marché géographique ? Sur certains marchés géographiques. Par exemple, la France en fait partie ? Non, je pensais notamment au marché émergent. D'ailleurs, pour revenir à ta question précédente, on était des fois un peu embêtés pour proposer des portefeuilles globaux purement à base d'ETF, parce que certaines briques qui nous plaisaient bien dans les marchés émergents, notamment de monopays, étaient pas si peu chères que ça sous format ETF. Il y a des nouveaux entrants qui ont vu des rentes exister, qui sont rentrés, qui ont baissé les prix assez fortement, et ça nous permet de proposer actuellement des solutions de fonds d'ETF qui font sens d'un point de vue optimisation de risque. Mais pour revenir sur la question, je pense que c'est vraiment la question de comment le flux se répartit, d'une certaine manière, où vont être aussi les pushs marketing et stratégiques des plus grands acteurs, qui vont driver les flux, qui continueront de les ramener vers le Nasdaq et le SP500. Ensuite, se pose la question de est-ce que d'un point de vue marketing,
les nouveaux entrants sur les marchés ETF qui ont des pondérations différentes. Alors, on avait vu une vague il y a environ un an pour pousser très fort pour les ETF de type équipondéré. Ouais. Redonne-nous une définition de ce que c'est qu'un ETF équipondéré. Un ETF équipondéré, il y a différentes manières de faire, mais la plus simple, c'est de dire vous avez 500 titres dans le SP500, et je vais affecter 0,2% à chaque titre. Alors, d'un point de vue risque, ça paraît intelligent parce que si on a deux entreprises, une comme Nvidia qui fait 10% de l'indice SP500 et une autre qui fait 0,1, on peut se dire, bon, ça ne sert à rien d'avoir celle à 0,1 pour diversifier celle sur laquelle j'ai mis 10%, je vais mettre le même poids sur les deux. Là où peut quand même y avoir des choses un peu limites, c'est que les plus grandes entreprises, ce n'est pas simplement pour des problématiques de valorisation élevée qu'elles sont là, c'est aussi, et c'est maintenant aussi le cas de Nvidia, parce qu'elles sont assises sur un beau matelas de cash. Donc leur valeur, elle n'est pas purement spéculative, il y a aussi des valeurs fondamentales. Donc le risque, d'une certaine manière, si il y avait une bulle sur ces équipondérés, ce serait que des petites entreprises, par exemple l'entreprise qui était la 501e aux États-Unis, qui vient de devenir la 499e, d'un coup elle est aspirée, tout le monde va en acheter bien plus qu'il y a de titres disponibles, et là on observe des mouvements de bulles sur le bas du spectre. Voilà. Alors il y a d'autres manières de faire ça, nous on essaye de faire ça en pondérant un peu plus par les risques, c'est-à-dire ça donne une solution un peu intermédiaire entre les capitalisations de marché et le equal weighted. Bon, on va toucher un tout petit mot des ETF actifs. C'est un nouveau concept pour certains des gens qui nous suivent. Est-ce que tu peux nous donner une définition et nous raconter ce que tu fais, toi, dans tes constructions de portefeuille avec les ETF actifs? Alors, juste pour peut-être avoir un visu sur l'ensemble du marché. La gestion collective, les fonds en Europe, on est sur environ 13 trilliards d'euros. Les ETF, on est sur 2,5 trilliards d'euros, 2500 milliards. Les ETF actifs, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est exactement qu'un ETF actif, mais on va dire actuellement entre 60 et 70 milliards d'ETF dits actifs en stock. Donc c'est une petite partie du marché, c'est environ 3-4% du gisement des ETF européens. C'est un peu plus gros aux États-Unis pour différentes raisons, notamment des raisons d'attrait fiscal. Par contre, en termes de collecte, ce n'est pas la même chose, effectivement. Depuis le début de l'année, par exemple sur la classe d'actifs actions, on a eu environ 200 milliards de collecte sur les ETF au sens large. Mais par contre, la part que captent les ETF actifs, c'est plutôt proche d'une dizaine de pourcents. Donc effectivement, les ETF actifs sont en train de gagner de la part de marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un ETF actif? C'est un ETF qui ne suit pas exactement son indice. Alors, il y a différentes choses. Il y a des gérants, de plus en plus de sociétés de gestion qui disent, je gère des fonds actifs, je vais les mettre sous format ETF. Pourquoi? Parce que le coût de l'encapsulage sous format ETF baisse et il y a aussi un intérêt réel pour le client final à avoir un ETF. C'est que s'ils veulent vendre à 11h21, en général, il peut être vendu à 11h22. Un autre intérêt assez élevé, c'est le fait de vendre à prix connu. Quand vous passez un ordre sur un fonds, vous dites, je vendrai ce fonds, il a atteint une belle valeur, je vais le vendre, mais on le vend demain. Et s'il y a eu, par exemple, la Fed qui ne baisse pas les taux, ça peut éventuellement ne pas être du tout la même valeur. Donc on peut encapsuler des véhicules actifs traditionnels sous le format ETF. Donc ça existe. Il y a aussi des indices qui sont un peu difficiles à répliquer. On peut penser par exemple aux indices obligataires, quand vous avez 8000 émissions. Donc ce qu'ont toujours fait les gérants d'ETF, c'est, on va dire, de l'échantillonnage. En gros, vous prenez tout votre univers et puis vous essayez de prendre plusieurs centaines d'obligations pour bien répliquer. Mais finalement, vous ne répliquez pas totalement l'indice. Donc certains de ces ETF, vu qu'ils ne répliquent pas exactement l'indice, qu'ils ont un tout petit écart de suivi, maintenant ils ont le label ETF actif. Ils font la même chose que ce qu'ils faisaient déjà il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a aussi des classes d'actifs sur lesquelles ça nous semble extrêmement pertinent, notamment sur les classes d'actifs aux indices les moins liquides. Alors, on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur un ETF equal weighted, s'il y a une entreprise qui vient de rentrer dans le SP500. Il y a ces problématiques de franchissement d'indices et le gérant d'ETF actif, il a la possibilité d'optimiser en essayant de piloter
de micro-piloter, on va dire, l'inclusion de tel ou tel titre au sein de l'indice. C'est intéressant sur les classes d'actifs les moins liquides, par exemple aussi sur le high yield. Ne pas être en réplication absolument automatique d'indices. Évidemment, sur les segments des petites et moyennes capitalisations. Et puis aussi, d'une certaine manière, sur des classes d'actifs où on ne gère pas contre un indice, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indice représentatif. J'ai vu récemment un lancement d'ETF monétaire actif. De toute façon, le monétaire, en général, les indices, ce n'est pas des indices directement investissables, donc forcément, c'est actif. On a aussi vu plus récemment un lancement sur la classe d'actifs des cat bonds. Donc Rappelle-nous ce que c'est qu'un cat bond. c'est les obligations dont le remboursement est contingent à la non-survenue de catastrophes naturelles, qui sont souvent émis par des assureurs pour justement aller chercher de la réassurance à meilleur prix qu'en allant voir un réassureur. Là, ce sont aussi des sous-classes d'actifs sur lesquelles il n'y a pas une liquidité énorme. Et le fait d'obéir à des règles de repondération automatique telles que faites dans un indice, ce serait assez suicidaire. Donc c'est absolument nécessaire d'avoir des ETF actifs si on veut traiter ces classes d'actifs sous forme d'ETF. Par contre, du point de vue de l'investisseur, attention aux coûts. Parce que les coûts, ce n'est pas simplement les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est les coûts récurrents pour une détention de long terme. Nous, on fait du stratégique, on fait du tactique. Ça peut nous arriver des fois de privilégier une solution qui va avoir des frais de gestion un tout petit peu plus élevés, mais avec une liquidité qui est meilleure, un marché qui est plus compétitif, des acteurs sur le marché secondaire de l'ETF, donc celui auquel on a accès, qui ont plus envie de prendre de la part de marché, sont plus agressifs en termes de pricing, parce que si c'est pour un mouvement tactique de quelques jours ou de quelques semaines ou quelques mois, finalement, que vous payez des frais de gestion de 0,1% ou de 0,08%, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Par contre, la bonne capacité à faire des transactions et aussi pour des tickets importants pour nos clients institutionnels, c'est quelque chose de majeur et sur lequel on fait attention. Mathieu, on va finir sur un message de paix. On oppose, d'une manière un peu caricaturale, gestion active et gestion passive. Dans tout ton propos, on voit que les deux sont liés. Il y a un sujet de performance, c'est que quand on voit globalement ce que les ETF, ou en tout cas certains ETF drivés par la tech, ont donné comme performance, c'est compliqué en gestion active d'être aussi compétitif que la perf de la tech US. Si la tech US se calme, est-ce que la gestion active traditionnelle peut reprendre un peu de panache ? Oui, et finalement, c'est lié à cette question de flux. En général, historiquement, le travail du gérant actif, c'était d'avoir un indice, puis aussi d'aller chercher des titres un peu hors indice qui pouvaient avoir des caractéristiques similaires à un titre de l'indice, mais un peu moins cher. Donc souvent un peu plus bas en termes de capitalisation, etc. Il y a eu énormément de flux vers les ETF qui répliquaient, on va dire, directement les indices. Finalement, ils ne prenaient pas ces titres qui étaient dans les portefeuilles des gérants traditionnels. Si les flux au sein du marché des ETF, justement, vont un peu plus vers des ETF actifs, des ETF plus souples, que les providers d'ETF poussent un peu plus des solutions sur des univers qui étaient un peu moins liquides, qui n'étaient pas leur cœur de marché. Et ces titres vont aussi être amenés à se revaloriser parce qu'il va y avoir de la détention naturelle via les ETF. Donc, j'ai vraiment pas envie d'opposer gestion active et gestion passive. Finalement, ce qui compte, c'est la latitude du gérant à prendre des marges de manœuvre par rapport à son indice. Ça va de 0 à beaucoup et je n'ai pas envie de mettre un curseur en disant de manière arbitraire, ici c'est passif, ici c'est actif. Voilà, tout ça est continu et n'opposons pas les choses. Voilà, c'est important d'avoir un gestionnaire comme toi qui a une vision à 360 sur les portefeuilles pour nous sortir un peu des barrières qu'on se met ou en tout cas parfois des perceptions qu'on a des produits et de la gestion. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Barrière, co-responsable de l'allocation d'actifs chez Odo Asset Management, Odo BHF Asset Management. On a parlé de tech, on s'est demandé si les marchés US étaient trop chers, on a parlé d'ETF, on a parlé de rallye de Noël, on a même réussi à sortir de la guerre entre gestion active et gestion passive. Maintenant on va parler d'un autre marché, celui du marché de l'art. Ça va rester financier, restez avec nous, à tout de suite.
On va parler du marché de l'art, car c'est un marché comme les autres, on va le voir, un marché financier, certes de passion. On a une des passionnées avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Lorraine. Cécile Colville, tu es directrice des acquisitions chez Matisse. Alors Matisse est une boîte spécialisée dans le trading d'art. Toi, tu es directrice des acquisitions. Qu'est-ce que ça veut dire en un mot ton job ? Mon travail, c'est d'aller chercher partout dans le monde des œuvres qui vont correspondre à une thèse d'investissement que nous avons établie chez Matisse. Bon, en un mot, cette thèse, c'est quoi ? En un mot, je dirais que c'est se concentrer sur les artistes les plus fondamentaux de l'histoire de l'art, où il y aura le plus de liquidité, c'est-à-dire une offre et une demande constante, les années après les années. Bon, voilà, tu es en train de nous dire que le marché de l'art, c'est un marché financier presque comme les autres. On va essayer de dépasser l'aspect financier, mais on va d'abord se concentrer. Il y a une expression dans le marché de l'art, on parle d'art blue chip en opposition à l'art red chip. Alors pour ceux qui jouent au poker, ça vous fait penser peut-être au jeton bleu du poker, c'est-à-dire le jeton avec le plus de valeur ou de liquidité. C'est quoi un artiste blue chip en 2025 ? Donne-nous une définition. Alors effectivement, ce sont des expressions que le marché de l'art s'est approprié et qui est assez définie d'une manière, on va dire, assez précise, tout en ayant quand même des définitions différentes selon les différents marchés, si on est sur le marché primaire ou secondaire, c'est-à-dire celui des artistes qui se vendent directement à travers les galeries ou sur le marché des ventes aux enchères, si je résume un peu rapidement. Le marché des artistes blue chip, ce sont les artistes qui ont marqué l'histoire de l'art et qui sont reconnus par les institutions muséales, par les galeries les plus prestigieuses et internationales et chez les collectionneurs. Picasso, Matisse, Andy Courbet, Warhol. Exactement. On peut aussi inclure des artistes d'art moderne, mais aussi de l'art ancien. David Hockney, effectivement, en art contemporain. Et ce sont des artistes sur lesquels il y a un volume transactionnel et un chiffre d'affaires qui dépasse le million chaque année. Explique-nous, pour ceux et celles qui nous suivent, qui considèrent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de culture artistique, que c'est trop éloigné d'eux, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au marché de l'art et qu'est-ce que ça dit du monde actuel ? Alors déjà, il y a beaucoup d'a priori sur le marché de l'art. En réalité, plus de 90% des transactions en volume se font sur des œuvres en dessous de $50 000. Ce qui veut dire qu'en réalité, le marché de l'art est un marché où on est envahi par les objets tous les jours et ils sont accessibles. Je vais le dire un peu vulgairement, mais 50 000 €, c'est le prix d'une jolie voiture. C'est le prix d'une jolie voiture, mais surtout... 97% des transactions, c'est en dessous de 50 000 €. Exactement. Et ce sont des œuvres, par contre, sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et sur des artistes souvent qui sont émergents. On en revient à cette définition du red chip. Les red chip, en réalité, c'est une partie de ces jeunes artistes ou de ces artistes nés après 1980 où il y a eu une hausse fulgurante de leur marché à partir de 2019 et particulièrement notable en 2021, mais sur lequel il y a énormément de fluctuations. En réalité, sur ces artistes-là, on voit que leur cote, c'est-à-dire l'évolution de leur chiffre d'affaires, peut arriver sur une hausse extrêmement forte et retomber aussitôt l'année d'après. Donne-nous quelques noms, parce que toi, tu t'occupes des acquisitions, donc toi, tu es un peu une chercheuse sur le terrain. Donne-nous quelques noms d'artistes red chip, donc d'artistes qui viennent d'émerger. Matthew Wang, Salman Tour, Avery Singer, ce sont des artistes qu'on va considérer comme des symboles de leur génération et qui ont une transcription à travers leurs œuvres d'art de ce phénomène de société. Et c'est pour ça qu'ils ont été montés par de jeunes collectionneurs, entre autres, mais aussi par un marché global. On en a beaucoup parlé de la crypto-monnaie, qui a également été acceptée parfois sur les ventes aux enchères pour payer les œuvres d'art et qui ont visé notamment ces red chips. Intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, l'art est une manière de transformer en fiat les cryptos. On sait qu'on peut acheter des appartements maintenant en crypto en France. En fait, tu me dis finalement, l'art, c'est aussi un marché où pour ceux qui sont enrichis en crypto, pour ceux qui possèdent des cryptos et qui veulent les rendre liquides, en fait, l'art est une manière d'investir. Tout à fait. Via des cryptos. Alors, tu nous as parlé de blue chip, tu nous as parlé de red chip. On va revenir sur un chiffre important, puisqu'on parle du marché de l'art avec toi, Cécile. C'est que 1% des œuvres pèsent 67% de la valeur. Dis-moi, reprends ces chiffres avec tes mots et ta réalité de terrain chez Matisse. Le marché de l'art est construit en différentes catégories. Vous avez l'art ancien, l'art moderne, l'art contemporain, l'art impressionniste, effectivement. On voit que plus de 97% de la valeur se résume sur les œuvres créées à partir de 1874, Impression Soleil Levant de Claude Monet. C'est-à-dire, et plus de 55% des transactions se font sur des œuvres créées après 1945. On voit que la concentration de la valeur se fait sur les artistes les plus importants et qui s'échangent sur des valeurs élevées.
En réalité, le chiffre que tu viens de donner, ça montre que l'ensemble du marché, sur un très court volume de transactions et sur très peu de noms finalement, va concentrer l'ensemble de la valeur du marché de l'art qui va osciller chaque année entre 50 et 70 milliards de dollars. 50-70 milliards. Bon, si je suis un peu binaire, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que ça dit du marché de l'art? Ça dit du marché de l'art que les collectionneurs, les professionnels du marché de l'art l'ont compris, se concentrent sur les artistes fondamentaux de l'histoire de l'art. On a envie d'avoir chez soi l'œuvre qu'on peut voir au Tate, à la Tate, au MoMA, au Centre Pompidou. Et on a beaucoup le renforcement de ces marchés parce qu'en fait, même les générations nouvelles, celles qui vont hériter de ces grandes collections, on estime environ, c'est Brett Gorvy qui disait que 83 milliards de dollars de collections seront bientôt hérités par les nouvelles générations, que même ces nouvelles générations s'intéressent à la qualité muséale de ces artistes et donc vont se concentrer sur effectivement Pablo Picasso, Alexander Calder, peut-être des artistes un peu plus récents comme Christopher Wool, mais qui restent des artistes qui ont transformé l'histoire de l'art. Brett Gorvy, que tu viens de citer, c'est un gros collectionneur. Donc en fait, ce qu'il nous dit, il nous fait le même constat démographique qu'on fait avec l'épargne en général. C'est en gros, il y a 9 000 milliards d'argent liquide qui va passer d'une génération à l'autre. Ce mouvement qu'on observe avec l'épargne, quelque part, on l'observe, on peut l'appliquer au marché de l'art. Et donc les nouveaux collectionneurs, ils veulent hériter d'œuvres de la qualité de celles qu'ils ont pu voir dans les musées quand ils étaient plus jeunes ou s'ils continuent à fréquenter, s'ils fréquentent des musées. C'est ça le désir maintenant, c'est d'avoir des artistes blue chip, d'avoir des artistes mondialement connus dans son salon, au même titre qu'on pourrait l'avoir dans un musée. Et cette envie de posséder des choses aussi belles, elle est alimentée par quoi ? Elle est alimentée par un environnement et une constatation que le patrimoine de ces générations, de ces collectionneurs, s'est renforcé dans les années. La collection la plus importante jamais vendue en 2009, c'était la collection Yves Saint Laurent Pierre Berger, qui avait totalisé un demi-milliard de dollars. À la vente, hein. À la vente. C'était chez Christie's en 2009. C'était une vente exceptionnelle. Jamais on avait dépassé le 1,5 milliard. Aujourd'hui, avec la vente de Paul Allen, qui a eu lieu en 2022, on a dépassé le milliard. x2. x2. Et Paul Allen, c'était qui ? C'était un des cofondateurs de Microsoft. Et on voit que les plus grandes fortunes, qu'elles viennent du monde de la technologie, de la finance, de l'immobilier, en réalité, on voit que toutes ces grandes familles de collectionneurs se concentrent, ces grandes richesses se concentrent sur mettre une partie de leur patrimoine dans les œuvres d'art. Pour des raisons bien sûr de plaisir intellectuel, artistique, il ne faut pas l'oublier, mais également parce qu'il y a un renforcement et ils sont certains que la valeur va pouvoir se renforcer à travers le temps. Intéressant parce que c'est un investissement patrimonial, on veut bien loger son argent, on veut pouvoir aussi le protéger. Alors, en investissant dans l'art, tu as cité le duo Pierre Berger, Yves Saint Laurent, tu as cité Paul Allen, patron de la tech. Quelque part, est-ce qu'il y a une privatisation du marché de l'art ? On imagine que si un des fondateurs de Microsoft a investi, on imagine que tous les fondateurs de la tech, dont on parle aussi d'ailleurs dans cette émission, dans une autre séquence, investissent aussi. Est-ce que tout cet argent qui est investi dans des œuvres d'art, dans des artistes anciens ou contemporains, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, sans avoir une lecture morale, est-ce que ça fait que le marché de l'art devient un club très privé et devient de plus en plus un club privé avec un ticket d'entrée hyper élevé. En gros, si tu n'es pas un mania de la tech ou du luxe, est-ce que tu peux aujourd'hui faire partie des gens qui pourront un jour avoir un artiste blue chip dans son salon ? Alors, il y a différentes réponses à apporter à cette question. La première, c'est que des artistes comme Andy Warhol ont produit plus de 60 000 œuvres et que les œuvres dont on parle dans les médias sont bien sûr les œuvres qui atteignent plusieurs millions de dollars, mais qu'en réalité, des œuvres sur papier, des petites encres sur papier de Andy Warhol peuvent s'échanger à partir de 10 000 dollars. Donc, avoir et obtenir de manière à rendre accessible un marché comme Andy Warhol, c'est possible. On peut devenir propriétaire d'une œuvre d'Andy Warhol. Ce que je trouve extraordinaire, intellectuellement parlant. Tu veux dire que, par exemple, les œuvres, entre guillemets, pas chères d'Andy Warhol, c'est
des actifs assez liquides. Ça change de main assez régulièrement, un croquis, un dessin d'Andy Warhol. Ça peut changer de main. Cocteau, peut-être. Tout à fait, exactement. Et Pablo Picasso, qui a une production également extrêmement importante. Combien? Donnez un chiffre. Plus de 70 000 œuvres. Aïe Kusama, c'est pas encore terminé sa production, puisque l'artiste est encore en vie. Mais effectivement, ce sont des artistes. Toute cette nouvelle génération d'artistes d'art contemporain ont énormément produit. Et on peut retrouver des œuvres avec on va dire une évolution, en tout cas un prisme de prix extrêmement large. La deuxième réponse que j'ai envie d'apporter, c'est qu'aujourd'hui, de plusieurs initiatives, telles que Matisse, proposent d'accéder à ces œuvres d'art à partir d'un ticket beaucoup plus raisonnable en participant à l'acquisition de ces œuvres. C'est une façon de pouvoir participer et sécuriser un patrimoine en diversifiant, mais également participer à cette histoire qui est celle de notre patrimoine. Oui, mais il y a cette dimension de propriété que tu soulignais tout à l'heure en disant que c'était aussi une envie de beaucoup de gens d'être propriétaires d'une belle œuvre. Est-ce que... Bon, il y a le côté un peu titrisation que vous permettez avec Matisse d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on achète un petit bout d'œuvre d'art, donc il y a un côté sécurité parce qu'on investit dans une valeur patrimoniale, artistique, avec toute l'architecture financière derrière. Mais il y a un peu moins ce côté propriété dans le sens où, de facto, comme on en détient un petit morceau, on ne va pas le rapatrier chez soi. Mais au-delà de la solution que Matisse propose, est-ce qu'il y a on va vers un monde où les propriétaires d'œuvres, grosses ou petites, deviennent très territoriales sur les œuvres. Moi, je pense à beaucoup de collectionneurs, on pense à beaucoup de fondations, notamment quand tu vas à New York ou à Londres, il y a plein de galeries de propriétaires qui exposent, de musées, de fondations privées. Où, voilà, tu as beaucoup d'argent, tu as investi dans l'art, mais tu donnes aux autres, tu donnes au public la possibilité d'accéder aux œuvres dans lesquelles tu as investi. Est-ce qu'aujourd'hui, on reste sur une tendance ou une traîne où les gros acheteurs d'art laissent l'accès aux œuvres qu'ils détiennent? Est-ce que, par exemple, Paul Allen, si aujourd'hui il avait toujours la collection qu'il a vendue, est-ce qu'il y aurait une fondation Paul Allen avec une super belle adresse à New York ou à San Francisco, avec toutes les œuvres de Paul Allen ou certaines de ses œuvres dont il était propriétaire, accessibles au grand public, tu vois? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les belles œuvres, elles sont dans des salons privés à Dubaï, à Londres, à New York, à Tokyo, à Hong Kong? Est-ce qu'il n'y a pas une privatisation des œuvres? Je dirais qu'il y a deux tendances. La première tendance, c'est effectivement une tendance à la valorisation d'une image, l'image de ces grands collectionneurs qui, en créant des fondations, permettent de rayonner et de donner effectivement accès à ces œuvres qui finalement se retrouvent complètement en dehors du marché. On raréfie l'offre puisqu'en fait ces œuvres ne sortiront pratiquement jamais de ces collections, comme elles ne pourront jamais sortir des musées. Toutefois, il y a tout de même des collectionneurs qui, au travers de leur vie, se sont rendus compte de la chance qu'ils ont eue d'obtenir et de pouvoir vivre avec ces œuvres et veulent transmettre la même possibilité à un futur collectionneur et donc les remettre de manière presque automatique sur le marché à travers des maisons de vente aux enchères. Et on l'a vu à la saison dernière de New York, puisque Sotheby's Christie's, en une semaine, je tiens vraiment à répéter ces chiffres, c'est-à-dire qu'en 5 jours, en 1200 lots, ont totalisé plus de 2,2 milliards de dollars de transactions. C'est-à-dire qu'au niveau de ces 3 plus grandes maisons de vente aux enchères, Sotheby's, Christie's, Phillips, ils ont réuni des collections très prestigieuses où justement des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art ont été vendus et ont pu donner la chance à de nouveaux collectionneurs d'accéder à ces œuvres. Tu vas nous citer quelques-unes des œuvres qui sont passées aux enchères à New York. Donc, tu as cité les 3 maisons qui ont tradé certaines des plus grandes œuvres. Celle qui est partie la plus chère. C'est la plus chère de la saison. C'est la deuxième œuvre la plus chère jamais adjugée en vente aux enchères. C'est cette œuvre de Gustav Klimt, le portrait d'Elisabeth Lederer, qui a été créé réalisé en 1914-1916. Si vous nous suivez en podcast vidéo, il y a le tableau est en studio avec nous. C'est une image que vous connaissez, c'est un fond bleu avec une femme dans une robe blanche avec un voile. C'est une des œuvres iconiques. Tout le monde l'a déjà vue de Klimt, de Gustav Klimt. Elle date du début du siècle. Elle est partie à combien ? Plus de 236 millions de dollars. 236 millions de dollars. La dernière fois qu'elle avait été vendue ou revendue, c'était il y a une quarantaine d'années. Est-ce que tu as le chiffre de la transaction en tête ? Alors, ce chiffre, il était confidentiel puisque ça a été une vente privée. Mais l'estimation de cette œuvre, lorsqu'elle est arrivée chez Sotheby's, elle était de 150 millions de dollars.
Et la maison de vente aux enchères qui avait garanti l'ensemble de la vente auprès du vendeur avait réussi à revendre cette garantie à une tierce personne. Ce qui veut dire qu'il était déjà certain que cette œuvre allait dépasser les 100 millions de dollars au moment de la vente aux enchères, avant le marteau. On sait qui l'a acheté? On n'a pas l'information de savoir qui l'a acheté. On a une idée? Il y a des rumeurs qui circulent dans le monde de l'art? Il est très difficile de le savoir, à part quand l'acheteur se dénonce, en tout cas se rend public. Mais les ventes aux enchères sont par définition confidentielles, souvent même du côté acheteur et du côté vendeur. C'est très rare et c'est que lors des collections prestigieuses qu'on va révéler le nom des vendeurs. On fait le parallèle avec toi entre les marchés financiers et le marché de l'art. On voit que c'est un marché avec assez peu de transparence. On n'a pas toutes les infos de tous les côtés. Néanmoins, voilà, ça trade, ça fonctionne. Tu nous as parlé de cette œuvre de Gustav Klimt. Quelle autre œuvre t'as retenue qui est partie à un montant important ou colossal? Je te laisse choisir l'adjectif. Alors, je vais plutôt faire sous le prisme de la rareté d'abord. La rareté d'une œuvre de Van Gogh, une peinture de sa période parisienne qui s'est vendue à plus de 62 millions de dollars. Une œuvre extrêmement rare de Frida Kahlo. Les œuvres de Frida Kahlo sont très rares sur le marché par un fait par quelque chose de factuel, qui est que les œuvres qui sont encore sur le territoire mexicain ne peuvent pas sortir du territoire. Donc il y a très peu d'œuvres qui sont aujourd'hui échangeables sur le marché privé, qui s'est vendue à plus de 54 millions de dollars. Et dans les artistes plus récents, une œuvre de Christopher Wool. Dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement, un artiste fondamental des années 80, qui commence vraiment fin des années 70, début 80. Cette œuvre Riot, 1990, qui s'est échangée à plus de 19 millions de dollars. Et peut-être un artiste que j'apprécie particulièrement, Yves Klein, puisque 2 œuvres fondamentales ont été vendues consécutivement entre Christie's Paris et Sotheby's New York à respectivement 18 millions d'euros et 19 millions de dollars pour cette éponge monumentale, des œuvres rarissimes pour une carrière extrêmement courte d'un artiste qui est décédé en 62. Yves Klein est connu parce qu'il y a le bleu Klein, qui est un bleu un peu comme ta veste, pour les moins puristes en couleur. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tu nous as parlé de l'œuvre Riot. Vous l'avez peut-être en tête aussi, c'est un tableau blanc avec écrit Riot, donc révolte en anglais. C'est des œuvres qui peuvent qui peuvent questionner, parce qu'on est dans l'art contemporain. L'œuvre de Klein que tu citais, c'est, je vais résumer très mal, pardon, mais c'est une éponge accrochée à une sorte de prop, un socle. C'est des œuvres très contemporaines. On est dans une création artistique très différente de Van Gogh que tu as évoqué dans une période parisienne, ou encore de Gustav Klimt que certains d'entre nous avons en tête. Et néanmoins, les montants sont considérables. Tu nous as décrit qu'on avait, il y avait beaucoup d'intérêt pour les œuvres contemporaines. Comment t'imagines, quelle forme prendra les créations artistiques qui seront vendues dans 10-15 ans? Il y aura toujours ce panachage entre des œuvres classiques du début du siècle, de la fin du siècle, modernes, impressionnistes. Est-ce que tu penses qu'on aura toujours autant de mélange de genres dans 10-15 ans dans les ventes aux enchères? On constate que les œuvres d'artistes impressionnistes et modernes continuent à être extrêmement demandées et dont les transactions continuent à être extrêmement stables et à faire des records dans les ventes aux enchères quand il s'agit des œuvres les plus, j'allais dire, celles qui ont les histoires les plus extraordinaires, comme Gustav Klimt. Toutefois, les nouveaux collectionneurs veulent vivre avec des œuvres de leur temps. Et c'est pour ça que les artistes Red Chip ont autant eu des évolutions fulgurantes de leur marché, parce que d'un coup, de jeunes collectionneurs se sont intéressés, ont mis beaucoup d'argent dans le marché de l'art pour acheter ces artistes, et finalement se sont peut-être retrouvés avec 1-2 œuvres de ces artistes, et ont voulu avoir une collection beaucoup plus variée, diversifiée, et peut-être aussi plus sécurisante en retournant vers les blue chips. Mais ces collectionneurs-là veulent tout de même, et c'est le propre d'un artiste, c'est d'être le témoin de sa société, de sa génération, et donc de pouvoir proposer des objets qui vont nous parler. Donc il y aura toujours un intérêt pour ces jeunes artistes, pour ces jeunes générations. C'est juste qu'en termes de marché, aujourd'hui, les professionnels du marché de l'art considèrent que le marché est beaucoup plus stable et voire beaucoup plus optimiste sur les blue chips qu'il ne peut être sur des artistes émergents.
Voilà, c'est comme un marché traditionnel. On fait confiance un peu aux vieilles entreprises plutôt qu'aux nouvelles. Enfin, quoique, je ne sais pas si ça s'applique au marché actions en ce moment, parce que la tech américaine et la tech en général marchent très très bien en bourse. Est-ce que les entreprises les plus traditionnelles, par opposition, attirent moins? Bref, je ne sais pas jusqu'où on peut filer ce parallèle. Néanmoins, on peut finir sur quelque chose. Le Covid a été aussi une période marquante pour les investisseurs et les créateurs. Les jeunes artistes ont gagné beaucoup en popularité à la suite du Covid, dans le sillage du Covid. Ça s'est un petit peu calmé. Est-ce que tu peux nous raconter cette tendance qui semble toucher une fin là? Les jeunes artistes qui avaient un peu flambé, je le résume très vite, là déflambent. Et donc, ce que tu commences à nous dire, les artistes traditionnels gagnent encore plus en valeur. Comment t'expliques cette flambée éphémère peut-être des artistes les plus jeunes en lien avec le Covid ou la période Covid? Entre 2019 et 2021, il y a une augmentation de 72% en valeur de ces artistes Red Chip. C'est énorme pour un marché qui... Donne-nous quelques noms qui ont fait flamber. Exactement, Matthew Wong, Avery Singer, Salman Tour qu'on a cité tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des artistes qui sont dans cet entre-deux entre Red Chip et Blue Chip, comme un Carrie James Marshall, qui est un artiste qui est né bien en amont de ces générations des années 80, 1955, mais qui connaît un marché avec certaines fluctuations, mais une grande reconnaissance muséale en parallèle et qui lui permet, au contraire des Red Chip, de pouvoir établir un marché dans le temps avec beaucoup plus de sécurité pour s'installer en fait. S'installer. Le point de vue d'un Red Chip, selon nous, c'est de les regarder, de pouvoir les analyser, mais malheureusement, avec très peu d'enregistrement de leur vente aux enchères, d'un second marché établi, pour nous, ce sont les endroits spéculatifs. On en parlait, là où il y a le plus de fluctuations. Un artiste qui aurait entre 30 et 40 ans d'enregistrement, de résultats de vente aux enchères. C'est-à-dire une existence sur le marché secondaire. Exactement. Et un soutien par les plus grandes galeries prestigieuses. On voit un événement comme Art Basel Miami, qui a été clôturé dimanche dernier, justement aux États-Unis. Les plus grandes galeries se concentrent elles-mêmes sur les artistes blue chip. David Werner vend une œuvre de Gerhard Richter, dont on a l'actualité à la Fondation Louis Vuitton en ce moment même, à plus de 5,5 millions de dollars. Vend deux œuvres d'un artiste, Joseph Albers, d'une série les plus emblématiques de cet artiste, Homage to the Square, à plus de 2 millions de dollars chacune. On voit que les galeries également, même si elles ont une partie premier marché pour le soutien de ces artistes émergents et ces red chips, continuent à renforcer leur position sur les blue chips. Passionnant ce regard sur le marché de l'art, pourquoi finalement quelque part il se concentre et en même temps comment il vit au rythme de la création, parce que le sous-jacent quand même du marché de l'art c'est la création et la reconnaissance de création des artistes, tu l'as souligné, artistes vivants qui essayent de donner le pouls de ce qu'ils vivent en tant que témoins de société, et puis artistes évidemment morts qui ont fait le job de capter leur époque en peinture ou en création. On a fait un effort de définition, ce que c'est qu'un art blue chip, un art red chip. On a mis quelques chiffres. Je rappelle peut-être celui-ci, 1% des œuvres qui concentrent 67% de la valeur. Et tu nous as parlé de lieux de transaction. On a parlé de New York, on a parlé de Miami. Un dernier mot peut-être de l'Asie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Asie, c'est un endroit où ça pulse aussi pour le marché artistique, au-delà de la création, au moment des ventes? Est-ce que les acheteurs asiatiques achètent en Asie ou est-ce qu'ils viennent acheter en Occident? Le marché asiatique est un marché totalement particulier puisqu'il a explosé dans les années 90 et aujourd'hui on voit qu'avec des différentes conjonctures économiques et financières plus compliquées, c'est rétréci. Mais les marchés asiatiques se concentraient énormément sur des artistes asiatiques et donc n'a pas forcément eu un impact sur le marché global qui se concentre aujourd'hui entre Londres, Paris et New York, en place de marché, en second marché sur les ventes aux enchères. Et on voit que la place de Paris se renforce au profit justement de la scène parisienne, de ces maisons de vente aux enchères, mais aussi de ces galeries et de Art Basel Paris qui a fêté sa 4e année en octobre dernier. Merci beaucoup Cécile Codeville, directrice des acquisitions pour Matisse. Merci d'avoir partagé ton regard sur le marché de l'art. Merci beaucoup.
On a traversé le monde de l'IA, on a parlé de marché, d'ETF et puis on a parlé d'art. Le point commun de ces trois mondes, c'est la concentration de pouvoir. Certains entrepreneurs dans l'intelligence artificielle qui concentrent le pouvoir, certaines valeurs qui captent toute la performance et puis des œuvres et des artistes qui attirent tous les regards. Si ça vous a plu, on continue le débat sur LinkedIn, sur Instagram et puis sur YouTube ou TikTok. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'émission. Si vous l'avez aimé, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Un grand merci à l'équipe du studio, le 16 et Tizit. Un grand merci à nos invités et puis à l'équipe Aircube de Paris à Bali en passant par Londres et Lyon. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Everything I touch turns to gold. How about